Bonsoir Tutube, bonsoir Karine et bonsoir Zogma. Salut. Bonsoir à tous. Je sais pas pourquoi on dit bonsoir alors que peut-être que les gens vont le voir le matin. Donc bonjour aussi, comme ça c'est fait. J'ai du salut. Oui, bien vu. Ça. Ah, il y a du professionnel de ce côté-là. Donc merci, merci d'avoir répondu à l'invitation. En fait, c'est un petit article que je suis en train de montrer là qui est apparu dans le 20 minutes lors du Festival des Jeux internationaux de Cannes. 20 minutes, un des journaux qui a couvert un peu les événements. Et tous les jours, il sortait un article, puis là, il en a sorti un dont le titre, un peu racoleur, est pour les adeptes de jeux de société, l'enfer, c'est l'absence d'autres. Et pour parler de jeux solo, alors évidemment, l'article et la teneur est moins racoleuse que ça. Mais je me suis dit, tiens, c'est un sujet, en fait, qui pourrait être intéressant, qui peut-être, moi, j'ai pas trop l'habitude d'en parler. Je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion d'inviter deux autres personnes qui ont plus l'habitude de parler de ce sujet-là. Et donc, peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être, Karine, tu pourrais nous raconter un peu comment tu es arrivée aux jeux de société et, in fine, à créer ta chaîne. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, merci de m'avoir invité. Très, très contente quand je peux parler des jeux solo. Donc moi, j'ai commencé... Alors, je ne sais même pas vraiment à quelle date, parce qu'au final, je faisais beaucoup de jeux d'ambiance avec des amis. Et après, j'avais vu des vidéos sur Zombicide, complètement de manière aléatoire. Et j'avais commencé par ça, donc à plusieurs, plutôt en famille, pour le coup. Et après, je voulais jouer à d'autres jeux, des jeux plus experts ou sur des thèmes qui ne plairaient pas forcément autour de moi, dont notamment Arkham JCE, qui a été mon premier solo. Et j'ai pas du tout aimé jouer en solo. Puis le jeu était déjà compliqué. Donc j'avais un peu abandonné ça. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à jouer avec ma sœur, avec qui on a du coup commencé à partager sur les réseaux. Puis c'est encore quelques mois après qu'on s'est vraiment mis à des jeux solo pour voir d'autres jeux. Zogma, toi, par où t'es passé pour arriver jusqu'à ta chaîne? Par quel parcours ludique? Bah, moi, ça fait pas très très longtemps que je joue, hein. Ça fait 3 ans. Quand ma fille est née, j'étais à fond jeux vidéo, moi jusque-là, et du coup, bah forcément, compliquer les écrans quand il y a un petit bébé dans la même pièce, et compliquer le bruit quand il y a un bébé qui essaie de dormir pas très loin. Donc j'ai cherché une autre activité que je pouvais faire avec ma compagne. Donc c'est là où j'ai découvert le jeu de société en fait, et puis on jouait un petit peu, mais finalement, moi, mon amour pour le jeu est plus prononcé que le sien. Du coup, bah, j'ai découvert un peu sur le tard, finalement, il y a 1 an et demi, qu'on pouvait jouer en solo. Donc, bah, j'ai commencé à tester un petit peu tous les jeux que j'avais déjà dans la bibliothèque, que j'avais acheté dans l'espoir de jouer avec elle et que les thématiques ne lui plaisaient pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu solo, finalement. Comment vous décririez votre pratique du jeu solo? C'est quelque chose vraiment que vous subissez, au contraire que vous adorez, ou c'est quelque chose d'anecdotique, ou comment à peu près vous décririez votre pratique? Toujours la galanterie d'abord ou c'est moi qui commence? Comment on fonctionne? Allez, Vas-y, je t'en prie. On va essayer de faire vas-y. une fois sur deux. Ouais, c'est ça. Eh ben, au début, moi, je l'ai vraiment pris parce que j'avais pas le choix, quoi. J'avais envie de jouer, j'avais envie de tester des jeux, ma compagne voulait pas. Donc au départ, c'était clairement par défaut, parce que moi, dans ma région, j'ai pas du tout de cercle d'amis, hein. J'ai déménagé pour ma compagne, donc je me suis jamais fait d'entourage finalement. Et au fur et à mesure de tester plein de jeux, de découvrir que finalement cet univers était passionnant, et ben je me suis vraiment, c'est plus du tout maintenant, je subis plus du tout le solo, au contraire, c'est devenu vraiment le moment où le soir, quand tout le monde est couché, moi je suis dans ma pièce, celle-ci où la porte est fermée, et je suis dans mon coin, ça me permet de m'évader, etc. Donc j'ai vraiment développé une grosse passion par le fait de jouer solo. J'éprouve moins de plaisir maintenant de jouer avec ma compagne finalement. Alors quand elle me propose, je saute sur l'occasion parce que ça permet de partager quelque chose. Mais j'ai besoin quand même de la petite session de jeu solo le soir. C'est vraiment le moment où après le travail, j'arrive à couper, quoi. Je suis dans mon monde, comme on va pouvoir lire un livre, etc. Moi, c'est mon exultoire en fin de journée, quoi. Ah, moi, je suis moins tranchée du coup que Zogma. Je pense que c'est du 50-50 entre jeu à plusieurs, surtout à deux, et le jeu solo. Je pense que personne ne subit à jouer solo, sinon ils y joueraient pas. Il y en a en effet qui peuvent peu jouer aux jeux de société à plusieurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'on arrive à jouer à des jeux solo.
mais soit on n'y adhère pas du tout et au final, on abandonne le jeu de société, je pense. Donc ouais, pour moi, c'est du coup moitié-moitié. J'ai pas les mêmes, sensations quand je joue à plusieurs que quand je joue en solo. Quand je joue en solo, je vais vraiment plus m'immerger dans le jeu, donc tout ce qui est jeu narratif, je vais préférer en solo. Alors que, bah, à 2, c'est encore un peu différent parce que c'est un peu un mélange des 2. Et plus il y a de joueurs autour de la table, moins le jeu va avoir d'importance dans le sens où c'est l'ambiance autour de la table qui va prévaloir. Donc pour moi, j'ai pas les mêmes attentes que ce soit en solo, à 2 ou à plusieurs, ou à plus, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on on dit pas jeu à 4 ou jeu à 6 ou jeu à 8. C'est vraiment, en général, on va dire jeu d'ambiance quand c'est à nombreux. Jeu de gestion, par exemple, pour des jeux qui pourraient se jouer plus souvent à 4. Et on retrouve vraiment le côté jeu solo ou jeu à 2. Vraiment, c'est des spécificités. Est-ce que pour vous, on pourrait parler d'un genre ou d'une pratique particulière du fait qu'on la nomme, en fait? Je pense que c'est un genre particulier, ouais. Parce que, bah, par exemple, les jeux à 2, c'est souvent des jeux d'affrontement, si ce n'est, quasi que ça. Et le jeu, solo, c'est encore un peu plus particulier, mais quand on a vraiment un jeu solo, en général, il est créé, enfin, il est élaboré d'une manière, spécifique et il ne fonctionne pas tout à fait comme les autres jeux. Et même de par sa création, le fait de créer un mode solo, ça nécessite de retravailler le jeu, de le prendre dans une autre façon qui fait qu'on peut jouer tout seul. Donc c'est un exercice à part qui nécessite des compétences. C'est pas parce qu'on sait faire des jeux de société qu'on sait forcément faire des jeux solo. Donc en ça, je pense qu'il mérite une case à côté des autres. Oui, oui. Vous pensez qu'il y a une distinction à faire entre le jeu créé pour être joué seul, un peu comme One Deck Dungeon ou Final Girl ou des jeux comme ça, ou une spécificité par rapport au mode solo, ce qu'on appelle le mode solo, donc un jeu qui est prévu pour être joué à plusieurs, dont on a rajouté, euh, peut-être parfois au chausse-pied, je ne sais pas, une version pour jouer seul. Est-ce que pour vous, c'est vraiment deux mondes à part ou non, en fait, il n'y a pas tant de distinction ça, si ce n'est la qualité ludique? Non, non, ça reste des jeux de société. Finalement, l'immense majorité de la base de la mécanique est exactement les mêmes, quoi. C'est juste des petits gimmicks qui sont faits pour adapter aux jeux solo, mais sinon, ça reste des jeux de société. Il y a des bons solos comme des mauvais solos, comme il y a des bons 4 joueurs et des mauvais 4 joueurs. Ils sont pas à part non plus. Pour ma part, c'est plus complexe que ça, parce que donc on a les jeux, compétitifs et là, quand on veut mettre un mode solo, c'est plus compliqué. On a le jeu coopératif où ça triche un peu souvent parce que, on dit que c'est jouable à un joueur, mais il faut jouer 2 personnages. Donc il y a un peu de la triche dessus et en général, quand c'est un seul personnage, c'est pas forcément bien équilibré et après on a vraiment des jeux, qui sont créés purement pour le solo où dans ce cas-là, comme on va pas jouer contre un adversaire, donc je pense que le travail au niveau de, bah, soit on joue contre le jeu, soit on joue contre un automat, je pense que c'est encore une autre manière de réfléchir pour la création d'un jeu. C'est peut-être plus compliqué de créer un jeu solo, enfin plus compliqué. Tout est relatif, mais comme il faut gérer cette partie-là, parce que l'un des gros avantages d'un jeu multijoueur, c'est que l'adversaire va changer sa stratégie et potentiellement l'adapter, soit s'améliorer déjà, c'est un premier point, soit changer la stratégie en fonction de ce que tu joues ou de ce que tu as l'habitude de jouer pour essayer de te contrer. Aujourd'hui, il y a peu de jeux solo qui arrivent à faire ça, si ce n'est pas du tout. En général, tu as un automat qui fonctionne d'une certaine manière, et une fois que tu as trouvé comment le contrer, bah, le jeu est un peu, enfin, perd de son intérêt. Oui, on a, bon, dans les auteurs étrangers, on a David Turczi qui est un peu, entre guillemets, estampillé Monsieur Mode Solo. En France, on a eu un peu Alexis Allard, j'avais fait une interview de lui, où pareil, il est connu pour avoir fait pas mal de modes solo, notamment Welcome to, mais aussi Small Island. D'ailleurs, je crois tous les jeux auxquels il a participé. Et justement, Et Alexis Allard, Viola lui, Campagnos. oui. Et justement, Alexis Allard, il parlait, lui, donc il a créé ce qui s'appelle un mode solo Alexis, euh, où il détermine trois piliers qui, selon lui, fait que c'est un bon automa. C'est un adversaire virtuel avec des niveaux de difficulté graduels et surtout avec des personnalités différentes à chaque fois. Je sais pas si vous avez essayé un peu les modes solo de Welcome
ou de Small Island. C'est quelque chose, vous, ça serait des piliers qui vous semblent intéressants? Alors Alors moi, j'ai je connais. Vas-y. vas-y, je te laisse. Moi, je connais pas du tout Small Island pour le coup, mais ouais, l'automate Welcome, il est très efficace. Welcome, le tout premier, le mode solo, c'était simplement un beat your own score. Il n'y avait pas ce mode solo créé par Alexis Allard. Et clairement, là, oui, il a clairement amélioré le jeu dans Welcome to the Moon avec ses 9 niveaux de difficulté qui permettent vraiment d'augmenter progressivement en même temps que nous la difficulté. Et puis, effectivement, ils ont chacun leur petite priorité au niveau. Enfin, les scorings sont différents en fonction du type de carte. Donc, ça permet vraiment d'essayer de contrer un peu différemment l'adversaire. Donc, effectivement, pas toujours faire la même chose. Et ça, comme disait Karine, c'est compliqué face à un solo d'avoir des possibilités différentes. Et donc, oui, avoir finalement plusieurs automates différents qui réagissent un peu différemment, c'est important. Après, ça nécessite plus de travail et c'est pas toujours jouable en fonction des jeux. Mais oui, ça permet vraiment d'avoir plus de profondeur et plus de plaisir du coup. Complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est en effet la partie de la personnalité en fait de l'automa qu'on va affronter qui est très intéressante. En solo, il faut réussir, je pense, à créer un univers. Ça peut dépendre des jeux, mais en général, si c'est que mécanique, je pense enfin, j'ai l'impression en tout cas que la plupart des joueurs solo cherchent à avoir un univers autour. Et le fait d'avoir un automa qui a une personnalité qui va agir d'une certaine manière et d'une manière cohérente va beaucoup ajouter à ça. Par contre, alors j'ai pas joué, moi j'ai joué que au premier Welcome. Et le Welcome to the Monde, j'y ai pas joué, c'est ma sœur qui a joué. Mais il me semble qu'une fois que tu as fait les 9 niveaux, tu as un peu fait le tour du jeu aussi. On se retrouve un peu souvent dans ce cas-là où une fois que tu as réussi tous les modes, au final, le jeu perd en intérêt en solo. Oui, il y a une sorte de fin dans les progressions ou les challenges proposés, là où effectivement, peut-être qu'affronter d'autres joueurs, même si c'est les mêmes, finalement, même si on joue avec les mêmes personnes, on finit par adopter des stratégies ou par tenter de pré-shot ou de contrer le joueur, et donc de changer sa manière de jouer in fine. Je pensais à un truc, c'est que tu disais, oui, la narration, c'est vrai que moi je suis un peu âgé, donc j'ai connu les livres dont vous êtes le héros, euh, qui étaient ça en fait, c'était plutôt de la narration, hein, où le côté mécanique était un peu moins présent. On allait chercher une histoire dans laquelle on pouvait interagir, parce que souvent on parle du jeu solo comme d'une nouveauté, alors qu'en réalité, si on remonte dans l'histoire, je pense que dès les osselets, ça devait déjà jouer solo. Puis avec les cartes, on sait que, alors je crois que j'ai oublié le nom du livre, mais il y a voilà, le livre des patiences, je ne sais pas si vous connaissez, de Madame Non. de la marquise de Forcia, donc qui date des années 1860, qui est un livre qui recense en fait les manières de faire de la patience avec les cartes, sorte de réussite, hein, comme on connaît aujourd'hui. Mais on peut aussi parler des mots, euh, des mots croisés, des mots fléchés. Donc moi, je suis très adepte. Donc souvent, on dit on ne pratique pas le jeu solo, mais en réalité, en fait, on ne pratique peut-être pas le jeu de plateau en solo, mais on pratique d'autres jeux. Moi, j'aime bien rapprocher ça un peu à l'idée qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne jouent pas aux jeux vidéo, alors qu'on peut passer la journée à jouer à Candy Crush, et comme si ce n'était pas un jeu vidéo parce que c'était sur smartphone ou tout simple. Donc voilà, je montre à l'écran l'histoire des mots croisés fléchés, notamment le fameux Sator, le carré magique, dont les adeptes de Tenet comme moi ont bien apprécié la référence. Est-ce que vous rapprocheriez toutes les pratiques solo, entre guillemets, du style puzzle, jeu de logique, jeu de lettres, patience, au même titre que les jeux de plateau, ou vraiment les jeux de plateau et récents sont d'un niveau autre et proposent vraiment des expériences totalement renouvelées? Moi, je voulais juste rebondir un peu sur ce qu'avait dit Vas-y. Karine juste avant. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la narration est importante pour un joueur solo. Je sais que toi t'aimes bien Karine parce que notamment le Final Girl, tu te racontes une histoire avec l'assassin, etc. Mais pour le coup, moi, c'est quelque chose que je suis quand même plutôt, je suis pas du tout perméable à la narration. C'est quelque chose, ça me dérange pas du tout, hein, si ça peut me permettre de m'immerger dedans. Mais moi, ce que j'aime dans le jeu de société, finalement, c'est le côté plutôt calculatoire. C'est pas pour ça que je suis très bon.
Mais moi, j'aime faire mes calculs, j'essaie de trouver l'optimisation et finalement, l'histoire qu'on me raconte, c'est pas forcément quelque chose qui est très pertinent. Moi, je vois ça finalement comme un problème, le jeu de société, avec une solution. Et donc, bah, effectivement, le fait d'avoir des personnalités différentes m'oblige à essayer de trouver des solutions différentes à chaque fois. Mais pour le coup, la narration, moi, dans le jeu solo, c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire. Et d'ailleurs, là, beaucoup de jeux solo, surtout au départ, etc., étaient plus des petits casse-têtes, là, comme la série des Ortiz Orcard, où il faut mettre ses dés dans le bon sens pour qu'il y ait des nouveaux fruits qui tombent de l'arbre, etc. Donc, puis du coup, on va revenir un peu sur le sujet. C'est que beaucoup de jeux solo au départ étaient des petits casse-têtes, des petits puzzle games, avant de devenir de plus en plus des Eurogames avec des automates, etc. Et je pense que oui, il faut finalement, le terme de jeu de société ne veut pas dire grand-chose, comme le terme jeu de plateau ne veut pas dire grand-chose, c'est plus la notion de... je crois que les ludothécaires parlent de jeux de table. Je crois que j'ai déjà entendu ça pour dire que finalement on n'utilise pas un écran, mais qu'on est sur une table. Alors bon, Palm Island, ça marche pas du coup, mais je pense qu'il faut vraiment, oui, prendre tout ça dans un pool commun, et ce sont des jeux en fait, tout simplement, quoi. Oui, je montrais Onirim aussi, qui est parmi les pionniers un peu du genre. Moi, j'avoue que je m'y suis essayé par le passé dans les premiers, c'était Agricola, je crois, le tout premier où j'ai essayé, mais c'était encore des jeux qui proposaient de battre un score et de faire mieux à chaque fois. Et c'est pas mon état d'esprit, donc j'avoue que très vite, je me suis désintéressé du genre solo, à part vraiment les jeux qui ont été conceptualisés pour ça. Effectivement, Final Girl, j'aime beaucoup, c'est plus de ça. Toi, tu dis que tu cherches pas la narration, malgré tout, est-ce que tu aimes quand même quand le jeu te raconte quelque chose? Même s'il y a une énigme, même si tu as un challenge à résoudre, des jeux qui te racontent quand même quelque chose. Quand tu as fini une partie, tu es capable de te dire, ah oui, j'ai vécu ça, ça et ça. Où tu fais une distinction entre ce que j'ai cru comprendre, hein, peut-être Karine me contredira, de la narration un peu avec plus une histoire, etc., quoi. Ah, c'est toujours un peu mieux quand il y a une thématique qui est intriquée avec le gameplay, on est toujours un peu plus dans l'histoire. Mais clairement, moi, à la fin de la partie, je me rappelle plutôt le meilleur combo, le meilleur coup que j'ai fait, plutôt que on m'a emmené à faire ça et j'ai réussi à esquiver le coup du tueur. Moi, c'est vraiment... c'est un petit plus, ça permet de se mettre dans l'ambiance, mais je suis pas le genre de personne à mettre de la musique, etc. pour être dedans. Moi, je suis vraiment sur mon casse-tête, quoi. Ouais, après, ce que je voulais dire par l'aspect narration, enfin, c'était pour contrebalancer avec le fait que pour moi, une fois que tu as réussi à vaincre le jeu perd de son intérêt en solo. Dans le sens où si tu dois battre un score, si tu fais déjà le meilleur score, est-ce que tu as vraiment un intérêt à y rejouer? Enfin, en tout cas, moi, je l'ai moins. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, je l'ai beaucoup moins. Et du coup, quand il y a d'ailleurs, il y a une immersion. Final Girl, en fait, je m'en fiche de gagner ou de perdre. C'est l'un des rares jeux où où je m'en fiche de ça parce que c'est ce que je vais ressentir en jouant au jeu qui va vraiment m'importer et pas forcément de gagner le jeu. Après, il y a des jeux beaucoup plus calculatoires, Turing Machine, où tu dois vraiment faire résoudre ton problème. Je joue aussi, mais c'est pas les jeux que je préfère. Et au final, enfin, on me l'avait prêté ce jeu, mais je vais pas l'acheter non plus parce que c'est une fois que j'ai résolu les énigmes, ça m'intéresse beaucoup moins, quoi. Oui, comme une sorte de... moi, c'est pareil avec mes mots fléchés, quoi. Quand j'ai fini mon cahier, bon, ben hop, fini, on Oui, est-ce que passe tu aurais envie de le refaire? Voilà, c'est ça. En fait, non, je pense pas. Même si, très certainement que je refais la même chose en réalité sans m'en rendre compte, puisque dans les mots fléchés, on retrouve quand même les mêmes définitions, plus ou moins. C'est toujours tourné d'une manière ou d'une autre, mais les mots à trouver ou à marquer sont fatalement les mêmes malgré tout, quoi. Est-ce que dans les jeux en solo, vous voyez des avantages et des inconvénients, peut-être pour des personnes qui ne joueraient pas, qui n'ont pas encore essayé? Je pense à ça parce qu'il y a Proxy Jeux qui a fait un podcast spécial sur le jeu en solo. Je le mettrai le lien dans la description. Et justement, eux, ils essayaient un peu de convaincre. Le but du podcast était plutôt de convaincre les personnes qui ne jouent pas en solo d'y jouer. Pour vous, est-ce que vous y voyez des avantages et des inconvénients? En gros, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent et est-ce qu'il y a des choses que vous ne pourriez pas vous passer? Commençons par les inconvénients. Comme ça, Allez. la liste sera beaucoup plus courte que les avantages. Finalement, je vois deux inconvénients à jouer seul. C'est que, inexorablement, on est obligé de se farcir les règles.
Il n'y a personne qui va nous les lire, nous les expliquer. Donc c'est sûr que le soir, moi je commence à jouer à 23h. Des fois, c'est sûr que j'ai la flemme de sortir le livre de règles. Et là, j'ai pas le choix. Alors, on peut toujours aller regarder des vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est pas pareil. On sait bien que dans les vidéos, il y a toujours des erreurs. Moi, les miennes incluses. Donc on est obligé de lire les règles. Et ça, il n'y a pas le choix. Et des fois, quand le livre de règles fait 40 pages, c'est pas forcément toujours très, très motivant. Et l'autre chose, c'est que du coup, pareil, on peut des fois ne pas bien comprendre comment fonctionne le jeu et on n'a personne pour nous aider, on n'a personne qui peut nous dire, par exemple, tu devrais plutôt faire ça. On est obligé de s'améliorer par nous-mêmes, ce qui est aussi un point positif, c'est challengeant, mais des fois, on peut être un petit peu perdu. À la fin de partie, on a l'impression d'avoir rien compris et on ne sait pas quoi faire. Du coup, on va peut-être avoir tendance à reposer le jeu et finalement pas lui avoir donné sa chance. Alors que si on avait joué en groupe, on s'entraide un peu parce que c'est la première partie. On se fait quand même éclater parce qu'ils ont l'habitude. Ils sont sympas, mais pas trop. Mais ils vont nous tenir un peu la main. Et ça, je pense que c'est le plus gros point négatif du jeu solo. Je sais pas si tu en as d'autres, toi, Karine, à apporter. Pour moi, j'ai tendance à penser que c'est pas forcément une porte d'entrée pour le jeu de société. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir apprendre, et le fait, comme tu disais, de lire les règles, si tu n'y arrives pas, tu peux commencer ta partie. L'avantage de jouer à plusieurs, c'est qu'on va pouvoir s'entraider. Il y en a qui vont lire les règles, ah mais si, ça, puis quand tu fais cette opération-là, il faut également que tu fasses ça. Je pense que pour commencer les jeux de société, le solo n'est pas vraiment l'idéal, parce que tu vas te retrouver tout seul face à beaucoup de règles, beaucoup de choses à gérer, parce que quand tu joues tout seul, tu as en général un automa à gérer. Pour moi, ça, c'est aussi un point négatif, qui est vite levé parce que quand on a joué à d'autres jeux, mais que je rajouterai quand même sur la liste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux solo, finalement, qui rajoutent un certain nombre de règles pour gérer, surtout quand il y a des automas. Donc ça rajoute en lourdeur. Et souvent, les modes solo, en tout cas dans les Eurogames, ils sont plutôt faits pour les gens qui connaissent déjà bien le jeu de base. Notamment, là, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps, enfin, ça fait quelques mois maintenant, Great Western Trail, j'y avais jamais joué. Et je me suis fait éclater assez sévèrement, quoi, parce que lui, il considère qu'on sait déjà bien jouer au jeu, et finalement, c'est le petit sucre le dimanche soir quand t'es tout seul après la soirée jeu, c'est pas du tout pour la découverte. Un peu comme Terraforming Mars en solo, les premières fois, tu te fais totalement manger par le jeu, et c'est quand même assez décourageant. Alors, ils sont pas tous, il y a les niveaux de difficulté dont on parlait tout à l'heure, pour les piliers de l'automa, mais il y en a certains, il y a beaucoup de jeux même qui sont là pour ceux qui en veulent un peu plus, quoi. Et c'est un peu frustrant de se prendre un 100 à 50 à une première partie, quoi. On a l'impression d'être très très mauvais, et même si on joue pour le plaisir, on aime bien avoir l'impression d'être intelligent à la fin de la partie quand même, quoi. Oui. Même à plusieurs, ça nous arrive aussi. Oui, c'est sûr. Du coup, je rebondis là-dessus parce qu'il y a une petite question Patreon qui nous disait certains automas inclus dans les jeux euro sont de véritables usines à gaz, type Nucleum par exemple. Et je trouvais l'expression usine à gaz vraiment adaptée à ce jeu puisque ça date précisément de la révolution industrielle. Est-ce que parfois ça vous décourage pas ou ça vous frustre pas, par exemple, de dire ce jeu j'ai vraiment envie d'y jouer, mais là c'est vraiment pas possible en solo, quoi. Alors moi, je joue pas tellement à des jeux de Eurogame. J'avais joué à Septima, mais ce qui m'avait plus embêté sur ce jeu-là, c'est toute la phase d'entretien qu'il y a. Maintenant, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, on passe peu de temps au final à jouer et on passe beaucoup de temps à manipuler les ressources ou les pions. Et c'est une sensation qui est beaucoup moins présente à plusieurs. Et en plus, le mode solo ajoute en plus des nouvelles règles qui viennent qu'il y a encore plus à gérer. Et ça, par contre, moi, ça m'embête. Pour moi, je ne dois pas gérer le jeu. Je dois jouer. Et le jeu doit réussir à fonctionner avec un minimum de manipulation. Sinon, ça me décourage et je le sors pas. Tu parlais de David Curzi tout à l'heure. Ouais. Lui, c'est le spécialiste des usines à gaz, hein. Oui, c'est clairement. Je me demande si c'est pas lui qui a fait celui de Nucleum, d'ailleurs. Je sais pas. Oui. Mais moi, l'un des premiers jeux où j'ai joué de lui, c'était Tiletum. Et l'automa, quand tu l'as vraiment compris, il est très bien fait. Il simule une réflexion humaine sans les vraies actions d'un joueur humain. Donc il est absolument pas facile d'accès. Et les règles sont en plus très approximatives. Souvent, je trouve que dans les modes solo, il manque pas mal d'informations parce qu'il manque pas mal de petits exemples, de petites exceptions où on a un vrai flou juridique, et on est toujours obligé d'aller chercher sur BGG. Souvent, tu retrouves les mêmes questions, etc. Avec un peu de chance, il y a les auteurs qui répondent, mais c'est vrai que à la fin de la partie, tu sais pas si tu as bien fait.
ça te décourage, il faut aller faire des recherches sur internet pour savoir si tu fais bien. Et c'est vrai que souvent tu passes à côté du jeu, tu t'es investi, ta partie dure 1 heure, ça a duré 2 heures finalement, parce qu'à chaque fois t'as cherché dans les règles, t'as refait toutes les pages pour dire mince, j'ai loupé un truc, je vais le relire une deuxième fois. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment décourageant. Mais c'est souvent une étape obligatoire pour avoir des automas qui sont vraiment profonds, qui jouent vraiment bien et qui permettent, celui de Télétom, une fois que tu l'as bien compris, c'est un vrai plaisir et tu as vraiment l'impression de jouer contre quelqu'un avec différentes personnalités, etc. Mais souvent, ça rajoute un frein, quoi. Oui, ça me fait penser, en parlant d'adversaires humains qui n'est pas humain. J'avais fait une vidéo sur l'IA, justement, qui devenait partenaire de jeu. Euh, Là, j'ai vu une dernière nouvelle, je suis en train de montrer la nouvelle intelligence artificielle de Google qui est capable de jouer aux jeux vidéo comme un humain, donc qui a a priori appris à maîtriser 600 compétences de base. Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous intéresser à un jeu si l'automa est juste une appli à récupérer sur son smartphone, comme on peut avoir parfois sur certains jeux d'enquête, par exemple, où une partie du jeu se trouve sur le smartphone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ou vraiment, vous, c'est la pratique du jeu avec le plateau, même si il y a de la maintenance parfois. Moi, ça me dérangerait pas, notamment, je joue pas mal à Ark Nova, j'utilise le mode Arnaud. Alors Arnaud, c'est un mode que tu peux télécharger, tu peux avoir le deck de cartes en print and play, etc. Mais moi, je l'ai pas utilisé, j'utilise carrément l'application, j'appuie sur le tour d'Arnaud, ça me dit quel pion il bouge et comment on avance au niveau de ces pions d'attrait et j'ai oublié l'autre pion. Donc oui, c'est pas vraiment une vraie IA, hein, c'est préprogrammé par un tirage de cartes, mais moi ça me permet finalement d'avoir l'impression de jouer contre un vrai adversaire, donc moi ça me dérangerait pas d'utiliser une IA pour jouer contre. Du coup, je disais par rapport, aujourd'hui, on a des outils comme Board Game Arena qui permet d'avoir des statistiques des joueurs et de voir quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux. Et on pourrait être confronté avec l'IA sur son smartphone à ce qu'elle récupère ces stratégies qui fonctionnent le mieux et d'essayer de notre côté de le battre. Et si on arrive à trouver une meilleure stratégie, elle va essayer de l'adopter, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus qui permettrait justement peut-être de prolonger la durée de vie d'un jeu solo, face notamment à des jeux où on doit battre un score qui est figé dans le livret. Dans les choses aussi que j'avais notées, enfin que d'autres ont noté pour moi, il y avait aussi des fois le côté de jouer en solo, ça te permet d'éviter, dans certains cas, par exemple, dans les jeux coop, les effets leader ou les personnes parfois désagréables. Est-ce que pour vous, un jeu coop, c'est un meilleur jeu en solo, ou c'est quand même mieux en groupe? Ou ça dépend des jeux, il y a peut-être des jeux coop à cause de cet effet leader, je sais pas, peut-être que ça vous dérange pas. Moi, je sais que je joue que avec ma compagne et je sais comment je suis. Donc, moi, je lui dis à chaque fois, même quand c'est pas un jeu coop, je lui dis tout le temps quoi faire. Je lui dis qu'elle devrait pas faire ça, etc. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle aime pas jouer avec moi. C'est que je suis toujours en train Horrible! Ah ouais, non, mais je suis une plaie, moi. Donc, finalement, c'est peut-être solo, peut-être parce que j'ai pas le choix. Personne veut de moi, tu vois. Non, mais du coup, oui, moi, les jeux coop, je sais que c'est clairement pas pour moi. Et je pense que si je jouais avec une autre personne un peu comme moi, j'apprécierais pas non plus. Donc pour le coup, en solo, c'est très bien. Après, des fois, les jeux coop, devoir gérer 2 plateaux, 2 trucs entiers, ça peut alourdir un peu quand même l'utilisation et faire que c'est des fois un peu chiant quand même. Mais oui, c'est rare d'avoir des jeux coop qui n'ont pas cet effet leader. Et c'est problématique pour tout le monde de toute façon. Ah, l'effet leader, il est plus lié au joueur autour de la table qu'au joueur lui-même. Parce que quand on n'a pas trop de leaders autour de la table, ça marche plutôt bien. Après, moi, j'ai vraiment, au départ, j'essayais vraiment d'être leader sur les jeux parce que je voyais la stratégie qui me semblait le mieux et tout. Et puis, en effet, les autres disaient, bah oui, en effet, c'est la stratégie à adopter. Et je pense que c'est aussi un travail, c'est ça aussi qui est intéressant dans les jeux de société, c'est qu'on fait un travail aussi sur soi pour dire, bah ok, je laisse faire. Et puis, après, tu peux donner des petites indications si tu penses que c'est complètement à côté de la plaque. Mais c'est l'un des gros avantages des jeux de société, c'est que ça peut nous permettre de nous améliorer, même humainement, quoi. Le problème, c'est que tu perds à la fin, quoi. C'est pas grave, C'est ça, c'est pas c'est ça grave. le Mais en plus, problème. On perd c'est ça, tous.
Je reviens. Oui, c'est ça, on perd tous ensemble. Après, il y a du semi-coop aussi. Mais si je reviens par rapport à ce que j'ai dit au début, pour moi, c'est en solo, ça a l'avantage de tu maîtrises tout ton jeu et plus tu joues avec plus de joueurs, plus le fait de gagner ou de perdre a moins d'importance parce que ça devient vraiment le moment partagé autour de la table qui prévaut, selon moi. Enfin, voilà. Mais je vois vraiment les choses comme ça et au final, je m'en fiche qu'on perde au jeu coop. Si on a eu des moments amusants où il y en a un qui a fait une bêtise et que ça a conduit à, je sais pas si tu prends un zombicide où d'un coup on se retrouve tous encerclés par les zombies, on va tous se marrer à essayer de faire des mouvements, des actions très spécifiques. C'est ce moment-là qui va être sympa, quoi. Et même si au final on se fait tous bouffer par les zombies, bah, on va se marrer parce que c'est arrivé comme ça, quoi. Oui, j'avoue qu'il y a un côté où parfois moi j'aime bien quand même comme genre Spirit Island, j'aime bien les jeux qui mettent un peu des garde-fous à cet effet leader. Mais je suis d'accord que oui, parfois c'est l'être humain et que c'est la personne et que peu importe ce qu'on va faire, elle aura tendance à vouloir... Ce qui est normal puisqu'on est pris dans le jeu et que le but du jeu étant d'aller jusqu'au bout. Euh, Parfois, sans s'en rendre compte, on peut commencer à empiéter sur le territoire des autres, qui est la réflexion, qui est la participation, etc., quoi. Tu vois, là, je reprends ce que tu disais. C'est le moment qui est plus important que le jeu. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, justement. Je suis vraiment là pour le jeu. C'est qu'il y en a plein qui disent jeu de société, c'est à plusieurs, on passe un bon moment, on partage des choses. Bah, moi, quand j'ai mes potes à la maison, finalement, je préfère jouer à un jeu vidéo avec eux. Parce que le jeu vidéo va me demander beaucoup moins de réflexion. On joue à FIFA, on fait des passes, on tire. C'est un peu des automatismes. Et là, du coup, je peux parler avec eux, je peux rigoler, on peut boire une bière. Un jeu de société, pour moi, je suis concentré, je fais mes calculs, etc. Donc pendant que je suis en train de réfléchir, je vais pas parler, je vais pas dire alors comment ça s'est passé hier, ton rendez-vous chez le gynéco ou je sais pas quoi. J'ai vraiment dans mon jeu. Et du coup, pour moi, un jeu de société, c'est là où un des avantages du jeu solo, c'est que je suis concentré sur mon calcul, sur mon problème. Et si je veux m'amuser avec mes potes, eh ben, je vais jouer à Rocket League ou que sais-je. Alors que beaucoup disent, en solo, moi, je joue à un jeu vidéo, et en multijoueur, je joue à un jeu de société avec d'autres personnes. Alors que moi, j'ai la logique totalement inverse, quoi. Un jeu de société, c'est beaucoup plus, nécessite beaucoup plus d'implication mentale qu'un jeu vidéo, quoi. Oui, je suis plus ce genre de joueur-là qui ira sur le jeu solo en vidéo. Et plus, malgré tout, il y a des fois, dans certains jeux de gestion, ou des jeux parfois bancals aussi, hein, il y a ce qu'on appelle le downtime, donc c'est le moment où il y a un creux, où il y a un manque de rythme dans un jeu. Parfois, ça peut être négatif, parce que quand on commence à s'ennuyer, quand c'est trop long. Parfois, c'est aussi un moment comment dire, de relation sociale qui peut se greffer quand c'est le tour d'un autre qui met 15 minutes, mais les trois autres peuvent discuter, etc., peuvent échanger. Euh, t'as pas ce moment-là qui peut te manquer, toi, dans un jeu de plateau, puisque tu le Alors, retrouves finalement en jeu vidéo malgré tout? moi, finalement, ma plus grosse pratique de jeu multijoueur, c'est du jeu à deux. Donc finalement, bah, moi je peux pas parler avec l'autre s'il est en train de réfléchir. Donc Oui, ma c'est vrai. réflexion est un peu biaisée. C'est très rare que je joue à 3. Je n'ai même jamais joué de ma vie à 4. Donc ça limite mon expérience. Moi, c'est plutôt du deux joueurs avec ma compagne, quoi. Après, pour le coup, enfin, si on joue à un jeu de société, je vais parler du jeu de société, hein. Je vais pas commencer à te demander quand était son dernier rendez-vous chez le médecin. Non, ça va vraiment être sur le jeu, mais d'essayer de créer une ambiance autour du jeu, essayer de contextualiser les actions pour que tout le monde s'immerge dans le jeu et se représente comme étant son personnage. Après, ça dépend des jeux qu'on joue, parce que c'est vrai que moi, je joue beaucoup à des jeux, bah, comme on avait dit, assez immersifs. Donc, en général, j'arrive à faire en sorte que tout le monde rentre dedans. Après, c'est en effet, c'est sur des horror games, je pense que c'est plus compliqué d'arriver à cette situation-là. Si une personne n'est pas dans le jeu et dans sa stratégie, ça peut être différent. Mais pour moi, le jeu n'est pas, c'est pas juste un truc qu'on a devant soi et qu'on discute tout autour comme si c'était juste des biscuits apéro. C'est vraiment, bah, quand on joue à un jeu de société, on est dedans, quoi. Et moi, j'aime bien le côté lecture des autres. Il y a un truc comme ça où j'ai plein d'anecdotes de parties que j'ai faites où j'ai pu gagner parce que j'ai réussi à trafiquer le cerveau des gens en leur Mm. faisant Ah, croire que j'étais pas bien placé au score, alors qu'en réalité, j'avais des coups qui étaient bien. Et donc, du coup, on me laisse de côté, on s'occupe pas de moi. Donc, j'aime bien ce metagame, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui se passe autour. C'est quelque chose, mais après, c'est plus une envie que
que quelque chose d'obligatoire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très rédhibitoire. Un jeu, je pense à c'est Ancient Knowledge, je crois, si je dis pas de bêtises, où pour le coup, j'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment rien allé, et notamment ce côté où j'ai eu l'impression de jouer tout seul, alors qu'on était deux, et qu'à la fin de la partie, j'ai levé la tête, au bout de 30 ou 40 minutes, j'ai dit, tiens, il y a quelqu'un. Et c'est une sensation que je n'aime pas. Je sais pas pourquoi, hein, il y a quelque chose, peut-être c'est une association que j'ai fait avec le jeu de plateau, c'est convivial, une ambiance, même si parfois ça peut être très sérieux quand on réfléchit fort. Ouais, puis ça peut être, c'est pas parce que c'est sérieux que on n'est pas entre guillemets lié par le jeu. On peut très bien être un peu chacun sur son jeu, mais tu regardes un peu ce que fait l'autre, voir s'il est en train de prendre de l'avance ou pas. Et si t'es que focalisé sur ton jeu, après ça peut être un bon test de savoir si on aime jouer en solo ou pas. Et si on arrive à être focalisé sur son jeu pendant 1 heure sans regarder le reste, on peut faire du solo. Si ça nous plaît pas, bah, c'est vrai que c'est assez rédhibitoire. C'est vrai qu'effectivement, il y a quand même pas mal de jeux qui sont finalement des jeux solo, à 2-3 joueurs, After Us, etc., Ancient Knowledge. Donc beaucoup de gens, enfin, ceux qui n'aiment pas ceux qui aiment l'interaction finalement n'aiment pas tout ce genre de jeu, mais il y a beaucoup de jeux où les modes solo sont déjà tout faits parce que en multijoueur, on joue tout seul dans nos coins, à la fin on montre notre score et donc c'est celui qui a le plus gros score qui joue, bah, finalement le mode solo, bah, tu compares ton score à un barème déjà donné et puis ça te dit si t'es grand chef ou petit villageois, quoi. Mais il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont déjà des solos cachés finalement. Oui, c'est ça. C'est ceux qui, pour moi, sont un peu... Enfin, je sais pas, souvent, je trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et je mets de côté les jeux où, effectivement, on peut jouer seul, mais où il y a de l'interaction sociale, en fait. Je fais toujours une différence entre l'interaction mécanique, c'est-à-dire le jeu t'oblige à interagir avec les joueurs, soit parce que tu empiètes sur leur territoire, tu poses d'ouvriers, tu leur prends de la place, ou tu bluffes, ou etc. Et les jeux où tu as des moments d'interaction sociale, parce que le jeu te permet de réfléchir ensemble, de créer quelque chose, quoi. Notamment les fameux downtime dont je parlais, quoi. Mais est-ce que pour vous, euh, vous percevez, comme vous parlez en fait beaucoup de jeux de la pratique solo sur vos chaînes, est-ce que vous sentez une montée en puissance de l'intérêt envers ce format-là? Et où est-ce qu'il y a aussi des gens qui résistent, qui ne comprennent pas? Parce que je me souviens de l'Internet d'il y a 5 ou 7 ans, on va dire avant pandémie, où la pratique solo était parfois sévèrement décriée. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui a changé depuis la pandémie ou pas du tout? C'est en plein essor et votre audience ne demande que ça. Je laisse parler Karine, comme t'es là depuis plus longtemps dans le milieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on a commencé le solo pendant la pandémie et que du coup, c'est assez difficile pour nous de voir si vraiment la demande a augmenté ou pas. Mais peut-être que du coup, c'est aussi une preuve, on est deux à avoir commencé pendant la pandémie, peut-être qu'en effet, ça a beaucoup joué, quoi. Oui, Il y a oui. beaucoup de modes solo qui sont vraiment nés pendant la pandémie, hein. Bruno Catala qui a fait une version solo de Seven Wonders Duel pendant la pandémie, en print and play sur leur site. Il y a ce roll and write là qui s'appelle Rolling Realms, qui est fait par Jamie Stegmaier, qui reprend sous forme roll and write tous ces univers, Tapestry, je crois, Site et tous ces trucs comme ça, ou qui étaient disponibles sur le site. Donc il y a vraiment plein d'auteurs qui se faisaient chier déjà aussi, hein. Ils avaient besoin de trouver une Oui. occupation et qui ont sorti ça sur leur site. Et puis tous des joueurs aussi qui étaient là chez eux, hein. Tout le monde, de toute façon, tous les jeux de société ont pris un grand essor pendant cette période-là, hein, surtout les deux joueurs, mais finalement, les solos aussi, hein. Ça c'est sûr. Après, moi, j'ai commencé à jouer finalement pas à cause de la pandémie, mais à cause de ma fille, grâce. On va pas être négatif. Mais moi, c'est vrai qu'au départ, on n'a pas parlé de nos chaînes. Pourquoi moi j'ai créé ma chaîne au départ? C'est que je commençais à prendre du plaisir à jouer en solo, mais souvent j'avais un manque d'informations sur le jeu solo. La plupart des chaînes YouTube, alors chaîne YouTube et vraie pratique, c'est deux choses différentes finalement, mais la plupart des chaînes, ce sont des couples qui jouent à un jeu, etc. Il y a un vrai manque d'informations sur ces jeux solo. Et moi, comment j'explique finalement ma chaîne qui a assez rapidement croît, c'est que j'ai apporté
plein d'informations sur ces jeux-là. Et finalement, si ça monte, c'est qu'il y a vraiment une vraie demande des joueurs de connaître, de savoir à quoi ressemblent ces modes solo. Et donc j'ai vraiment l'impression que les joueurs solo, il y en a de plus en plus. C'est toujours une marge par rapport aux joueurs, parce que finalement les joueurs de jeux de société, c'est ceux qui jouent à ce qu'ils jouent. C'est eux la moyenne des gens, c'est pas les experts de jeux de société qui sont finalement ceux qui regardent les vidéos YouTube. Mais bah, tu vois, il y a un groupe Facebook des joueurs solo, il y a 15 000 personnes dessus. Ça commence à être costaud, quoi, 15 000 personnes sur ce groupe de jeux de société. Donc on n'est plus tout à fait dans la marge, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont s'y intéresser, parce que plus on en parle, forcément, plus ça fait prendre conscience aux gens que ça existe, tout simplement. Oui, ça légitime, selon toi, une pratique que peut-être certains ou certaines n'osaient pas franchir le pas. Parce que c'est vrai tout à l'heure, toi, tu as un peu esquissé, je sais plus si c'est toi ou Karim, mais le côté, souvent on entend dans jeux de société, il y a le fameux société. Alors, on sait très bien que ça ne veut pas dire ça, mais le côté de ça se pratique à plusieurs. Dans notre enfance, quand on pense aux jeux de plateau, aux jeux de société, on pense au Monopoly, à ces jeux-là, donc qui se pratiquent aussi à plusieurs, même si moi, par exemple, dans mon enfance, très souvent, je jouais seul parce que il y avait personne à la maison, donc je faisais tous les personnages autour du plateau. Mais malgré tout, oui, est-ce que tu penses que enfin, vous pensez que depuis vos chaînes, etc., la pratique, on va dire, est devenue un peu naturelle, un peu comme le jeu de société avant qui était mal vu et qui l'est de moins en moins? Ah, déjà, il y a déjà la Ça, notion ça va de bien. connaître le jeu solo. Il y a encore plein de personnes qui mettent en commentaire, je découvre ta chaîne et je découvre que les modes solo existent. La semaine dernière, j'ai rencontré une abonnée, ça fait plusieurs années qu'elle joue, et finalement, elle a découvert en début d'année, avec After Us, qu'il y avait écrit un joueur sur certaines boîtes et qu'on pouvait jouer en solo. Donc je pense qu'il y a toujours cette vraie méconnaissance que le solo, ça existe, et de ce que c'est, le solo. Et puis, bah, effectivement, il y a un commentaire que j'avais reçu sur ma chaîne il y a quelques mois. C'est une personne qui m'a posté les joueurs solo ont une place bien particulière en enfer, brûlés. Ça, Ah oui. c'était le commentaire tout à fait agréable et sympathique, cette personne. Mais ouais, il y a toujours une vraie confrontation, une vraie incompréhension de ce qu'est le jeu solo, de ce que ça peut apporter et de ce à quoi ça ressemble. Et donc, effectivement, le fait d'en parler, de le démocratiser, de le montrer, de créer des jeux qui sont que en solo et qui finalement sont pas plus mauvais que les autres, hein. Legacy of You, bon, c'est pas un jeu parfait, mais mine de rien, il a, à mon avis, rameuté pas mal de joueurs multijoueurs à le tester. Et je pense que c'est important de le promouvoir pour essayer de casser un petit peu, de casser les codes, pour reprendre l'image du Fige. Je pense aussi que c'est très lié au fait qu'on est nombreux à pas connaître. Je m'inclus parce que même si j'avais fait une tentative un peu ratée de jouer en solo, euh, c'est en voyant des vidéos de jeux, enfin de personnes qui jouaient en solo, que ça m'a donné envie d'y jouer. Je pense aussi que on ne voit pas forcément d'intérêt à y jouer en solo parce que on met beaucoup l'ambiance derrière le jeu de société. Mais d'ailleurs, comme tu disais, il y a casse-tête, puis il y a le fait, comme quand on lit un livre, on peut se plonger dedans, on est immergé dans le livre. Et je pense que toute cette partie-là, il y en a beaucoup qui sont assez curieux de savoir si ça peut leur plaire ou non. Souvent, on nous demande, mais quelles sont les raisons? D'ailleurs, on n'a pas parlé des avantages, on n'a parlé que des inconvénients du jeu solo. Mais pourquoi est-ce que tu joues en solo? Pour essayer de voir si eux, ça peut les intéresser. Donc, je pense que en premier lieu, c'est d'abord le fait de ne pas connaître. Après, pour les personnes, il y a des personnes qui sont réticentes et même assez agressives par rapport à ça. Et je pense qu'elles ont un peu peur euh, qu'on vienne en concurrence sur le marché en disant plus il y a de joueurs solo qui vont arriver et moins on aura de joueurs multi. Je pense qu'il y a un peu une peur que voilà qu'on bouleverse un peu le marché, alors que j'ai de gros doutes là-dessus. Je pense qu'il y aura toujours les deux et que le solo va peut-être grossir, mais que ça n'enlèvera pas pour les jeux multi, quoi. Oui, c'est amusant que tu dises ça parce que justement, dans une des questions qui a été posée sur le Discord du passe-temps pour préparer la vidéo, il y a quelqu'un qui disait, suite à une vidéo sur YouTube, donc c'est la vidéo, si je dis pas de bêtises, de Zone Jeux de Société qui est passée il y a pas longtemps, dont le titre était est-ce que le jeu solo détruit le jeu de société à petit feu?
Et alors, c'était pas une réponse tranchée qu'il amenait, il nuançait, il réfléchissait sur le sujet. Et au-delà du côté un peu fort de la question, c'est vrai que ça pose une question de la viralité. On sait que ça a été explicité plusieurs fois, notamment par Bruno Catala il y a plusieurs années, mais par beaucoup d'éditeurs, que le jeu de société, s'il progresse, s'il se vend beaucoup, on parlait de Skijo, qui est la meilleure vente de l'année dernière en France, euh, ah ben, c'est un jeu nombreux. Et est-ce que le fait de pratiquer le jeu en solo risque pas, à terme, si on se projette, d'arriver à ça, au fait que finalement c'est quelque chose qu'on partage tout seul et donc qu'on ne le fait pas acheter à d'autres? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est plausible ou pas du tout? Je vais pas faire acheter aux autres. En fait, ce qu'on appelle la viralité dans un jeu, c'est quand si on prend les loups-garous par Ah oui. exemple, tu joues à 12 et donc dans les 11 autres personnes qui vont jouer avec toi ce soir-là, bah, ils ont d'autres groupes d'amis, ils vont peut-être racheter le jeu pour leur autre groupe, etc. Et c'est ce qu'on appelle la viralité, quoi. Et c'est pour ça que les jeux Oui. à deux, pendant longtemps, étaient mal vus ou mal considérés par les éditeurs parce qu'ils n'en voyaient pas le marché, là où on sait en fait que le marché était très fort et très en demande, quoi. Je pense que la communauté des joueurs solo a tendance à se réunir. On le voit, il y a pas mal de Discord, puis même autour des communautés qui mettent ça en avant. On voit qu'il y a souvent des habitués qui viennent spécialement pour le solo. Donc je pense en fait, les meilleurs influenceurs, c'est les joueurs de jeux solo. Sur le Discord, enfin, parce que du coup, on a un Discord, c'est au final par là qu'on va se donner le plus envie parce qu'on voit à quoi les gens jouent, ce qu'ils aiment, pourquoi. Et c'est au final, en se regroupant comme ça, on retrouve ce qu'on pourrait conseiller à d'autres personnes, même sans y jouer. C'est ça qui est assez fort en fait. Après, c'est sûr qu'un joueur solo dans son coin va peut-être pas créer une viralité s'il n'a pas de chaîne, mais un joueur solo est quand même un joueur qui, je pense, consomme plus que la moyenne. Parce que ben, moi, je joue le soir. Si je veux me faire une partie de Dark Nova tous les soirs, et ben je peux. Et en une semaine, je peux avoir fait 7 ou 8 parties. Donc, finalement, mon jeu, je l'ai rapidement rentabilisé, entre guillemets. Et donc, je vais rapidement aller en acheter un autre, puis un autre pour assouvir ma soif de découverte, etc. Là où en multijoueur, ben, comme ça, on rebondit un peu sur les avantages. Faut se réunir, faut trouver une date, il faut que tout le monde soit d'accord pour le jeu. Donc, finalement, notre jeu, il va rester plus longtemps dans la fameuse pile de la honte et il va mettre du temps avant qu'on ait envie de sortir, de passer à autre chose. Donc peut-être que je vais pas faire acheter aux 4 personnes mon jeu, mais je vais en acheter plus. Pas qu'un soit le même, ça c'est une certitude, mais 15 différents. Donc, je pense que les joueurs solo font bien fonctionner le marché quand même. Et peut-être même mieux parce qu'au final, autant sur les jeux d'ambiance, en effet, facilement, puis en général des boîtes pas très chères, donc plus facilement les gens vont en acheter. Par contre, c'est quand même assez rare qu'un jeu plus massif, on va dire initié, où on joue à 2, 3, 4, bah, vu qu'une personne a déjà la boîte, pourquoi j'aurais un intérêt à l'acheter puisque je joue avec cette personne? Donc je pense que là où les joueurs solo, on en discute entre nous et puis on se fait passer le mot, on peut se prêter des boîtes, mais au final, bah, on veut garder notre boîte, donc les autres achètent aussi. Oui, Moi, je pense que ça, en multijoueur aussi, on a un peu envie d'avoir notre boîte quand on a essayé chez quelqu'un d'autre, quoi. On a comme tout ce côté matérialiste, toi un peu moins, je sais. Ouais. Mais même si j'ai joué chez quelqu'un d'autre, j'ai envie d'avoir mon jeu, quoi. Donc je pense que ça marche aussi pour le multi, quoi. Ouais, mais si tu joues avec personne d'autre, c'est quoi l'intérêt d'acheter? À part, oui, parce que tu es collectionneur, mais sinon, pour la plupart des gens. C'est un autre débat, mais je pense que quand t'as joué à une soirée, tu rachètes quand même le jeu si t'as bien aimé, même si tu sais que tu y joueras avec les mêmes personnes à chaque fois. Et c'est un autre débat. Oui. oui, oui. Et peut-être même, c'est peut-être même plus cher, non, de pratiquer le jeu en solo, parce que, en fait, quand on achète une boîte, si on est celui qui a acheté la boîte, même si on a payé 40, 50 euros pour jouer à 4, et que les trois autres, finalement, payent les pizzas et les boissons, non, non, de la bonne bouffe plutôt, euh, est-ce qu'au final, quand on pratique seul, en fait, c'est un budget quand même beaucoup plus conséquent, non? Oui. Ah, pour moi complètement. Et je pense aussi que, enfin, ouais, c'est oui et non parce que si on est plusieurs, on peut, enfin, une personne peut acheter un jeu, puis après le suivant c'est une autre personne, et puis on tourne comme ça. En solo,
je pense qu'on va quand même avoir tendance à mettre potentiellement plus cher aussi dans les jeux pour essayer de dénicher le jeu qui va vraiment nous plaire et qui va durer plus longtemps. Je suis pas sûre que ce soit une vérité absolue, hein. C'est juste une, une réflexion que j'ai en même temps parce que je m'étais pas posé la question avant. Mais je pense qu'on peut plus facilement mettre beaucoup d'argent pour essayer de trouver un jeu qui va vraiment sortir de ce qu'on a déjà pu jouer avant. C'est vrai qu'en multijoueur, l'ambiance autour de la table finalement va rehausser le jeu. On va peut-être jouer à un jeu très mauvais, mais si on a passé une bonne soirée ensemble, on va bien l'aimer. Là où finalement en solo, si le jeu est très mauvais, il risque d'être très mauvais, quoi. Donc c'est sûr qu'on aura peut-être plus tendance à en acheter un autre pour essayer de trouver le meilleur. Là, je suis d'accord avec toi. Et puis je te rejoins aussi sur le côté ludothèque tournante, ça marche pas. Même si on a joué un jeu, au contraire, plus on a adoré jouer à un jeu, j'ai l'impression qu'on a encore plus envie de l'avoir chez soi, même si au final c'est pour jouer avec les mêmes personnes. Mais bon. Sur Karine, toi sur ta chaîne, tu fais des news sur les jeux solo. Je me Oui. rends pas compte, est-ce qu'il y en a tant que ça? Enfin, il y a vraiment beaucoup de sorties là-dessus? Ah oui, dans le mois, alors c'est jeux solo, mais pas purement solo, donc ça inclut en fait les modes solo. Oui, oui. Des jeux qui jouent à 1 à 4 et sont inclus dedans. Mais oui, il y a énormément de jeux qui sortent, que ce soit alors, en français ou en anglais, voire en d'autres, mais les autres, je les traite pas. Et il y a également énormément de contenus qui sont créés par les joueurs. Donc des modes fan-made, des variantes, ça peut être aussi bah, des nouveaux personnages, des nouveaux automas sur lesquels on va pouvoir, enfin, qu'on va pouvoir faire. Donc il y a énormément, enfin une grosse communauté au final derrière de joueurs solo. Donc je trouvais ça intéressant. En plus, c'est des informations qui sont très difficiles à trouver quand on est joueur solo. Donc je trouvais ça intéressant de réussir à faire très rapidement une petite news pour pouvoir en parler et regrouper tout ça pour tous les joueurs solo. Oui, ça montre vraiment et la diversité, surtout la force de je sais pas comment dire, de ce mouvement. Parce que moi, dans mes souvenirs, c'était les débuts de Kickstarter, c'est là où j'ai eu l'impression que les modes solo sont arrivés, mais c'était plus comme un cadeau, quelque chose qu'on rajoutait au jeu, ou qu'on débloquait, etc., s'il y avait plus de monde. Et je me souviens surtout de beaucoup de joueurs qui râlaient, et peut-être moi d'ailleurs, hein, très certainement moi d'ailleurs, qui râlaient sur le fait qu'on avait l'impression de payer en plus quelque chose qu'on n'aurait pas l'utilité. J'ai l'impression que ce temps-là est révolu, que maintenant, ça serait presque une aberration de sortir, de proposer un jeu soit en sociofinancement, soit même carrément un jeu en boutique, sans qu'il y ait au moins à minima son automa ou sa version mode solo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que vous ressentez à peu près, vous aussi? Parce que comme vous connaissez mieux le circuit que moi. Je pense que quand on met un joueur sur la boîte, je pense que c'est beaucoup plus vendeur. Et c'est un souci d'ailleurs pour lequel on en parlait un peu avant, hein, mais qu'on a des modes solo qui sont pas terribles, parce qu'on veut faire apparaître ce nombre sur la boîte pour que ce soit un peu plus vendeur. Oui, c'est là où vos chaînes deviennent intéressantes parce que pour moi, c'est exactement ce qu'on a connu par le passé avec le côté ah bah oui, c'est de 2 à 4, mais en réalité, le jeu il tourne qu'à 4, quoi. Ou il tourne qu'à 2, etc. Mm. Là, c'est vrai que moi, j'avoue que si demain je devrais me lancer dans des jeux solo qui ne sont pas prévus pour être solo, je me dirais oui, non, il faut que j'aille absolument m'informer là-dessus, quoi. Parce que je ne saurais pas comment différencier ou comment m'orienter dans tout ce qui sort maintenant. Euh, Est-ce que malgré tout, dans le flow qui sort, le côté, comment dire, opportunisme de l'édition est de moins en moins présent? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les éditeurs prennent quand même de plus en plus au sérieux le fait de proposer une vraie version solo? Ou quand même, c'est un peu comme tout ce qui sort, il y a quand même beaucoup de mauvaises propositions. Question un peu difficile parce que, comme tu dis déjà, dans tout ce qui sort, il y a déjà des jeux bons et moins bons. Donc déjà, ça rend le solo peut pas rendre le jeu merveilleux si le jeu de base est moins bon. Quoique, ça peut des fois quand même l'améliorer. Ça dépend vraiment les éditeurs en fait, hein. On voit notamment Stone Meyer Games qui ont créé leur Automa Factory et qui eux ont un principe de deck de cartes avec des actions etc. qui est bien rodé, qui est toujours très sympa. Et puis on a toujours, tu parlais d'Agricola tout à l'heure qui est juste un bit to un score. Finalement tous les jeux d'Uwe Rosenberg, ça reste juste
Si tu as dépassé 70 points, c'est une partie exceptionnelle. Tu n'as même pas un barème de score, ça te dit juste un point à atteindre. Donc ça dépend vraiment des éditeurs et ou des auteurs. Chacun a un petit peu sa marque de fabrique. Pour être allé à Cannes cette année, pour la première fois, j'ai rencontré des éditeurs et je leur ai parlé de... Je faisais que du solo. Et en fonction des éditeurs, bah, tu voyais ceux qui se sentaient investis ou ceux qui, d'emblée, te regardaient un peu bizarrement toujours, quoi. Donc, et pourtant, ces mêmes éditeurs, que je ne citerai pas, ont écrit un solo, enfin un joueur sur la boîte. Donc quand tu vois que le directeur commercial, lui qui fait tous les jeux bien évidemment, a une réaction un peu bizarre quand tu lui parles de solo et que les jeux sont vendus avec un solo, tu te doutes bien que c'est plus pour le côté marketing et non pas pour le travail. Alors, c'est pas pour ça que le travail sur le solo sera pas forcément bon toujours, mais voilà, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui sont vraiment là parce que dans leur boîte, il y a un joueur solo qui vont essayer de le pousser. Au contraire, c'est là vraiment pour faire de l'argent, quoi. Et il Et y a c'est pour ça de... que la Je pense... Vas-y, Vas-y, vas-y. laisse finir. Ouais, je disais, c'est pour ça qu'aussi sur BGG, finalement, même un jeu solo, enfin avec un mode solo qui t'a déçu, tu vas sur BGG, tu trouveras finalement facilement des variantes. Même un jeu qui n'a pas de solo, tu trouveras facilement une variante avec un mode solo, même des classiques, etc. C'est maintenant, tu peux toujours trouver, sous réserve que tu parles un petit peu l'anglais, parce que sur BGG, c'est anglais, tu arriveras toujours finalement à trouver chaussures à ton pied, quoi. Je pense qu'on a toujours un peu tendance, enfin pour des auteurs ou des éditeurs, à voir le mode solo comme étant juste une entrée pour le jeu, pour apprendre à jouer au jeu et ensuite pouvoir en parler plus facilement aux autres joueurs, et qu'ils ne voient pas ça comme, la passion qu'on a, nous, pour ces jeux-là, avec vraiment derrière une mécanique qui est pensée pour que tout se déroule bien, qu'on ait vraiment une impression d'être dans notre monde. Et que voilà, je pense qu'il y a encore ce point de vue-là où le mode solo, ça peut juste être une entrée dans le jeu et qu'après, c'est prévu pour le multi, quoi. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu travaillé avant. Je m'étais dit, tiens, on va chercher un peu des jeux qui sont intéressants. Il y a par exemple le jeu Ascension qui est déjà sorti depuis un petit moment. C'est un jeu, sur la boîte, c'est marqué que c'est 2 à 4 joueurs. Et en fait, quand tu ouvres la boîte, il y a un mode solo qui est prévu dedans. Et en plus, a priori, il est très bon. Donc c'est assez étonnant, du coup. Enfin, c'était il y a déjà un moment. Mais du coup, est-ce qu'ils ont retiré... Enfin, pourquoi ils n'ont pas affiché que c'était un seul joueur? Est-ce que c'est parce que c'était mal vu? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient? Je trouve que ça pose un peu question. Il y avait également le jeu Alcine, qui est beaucoup plus récent, d'un plus petit éditeur, sur la boîte, c'est marqué que c'était un jeu à 2 joueurs, et quand tu regardais au dos de la boîte, c'était noté qu'il y avait une variante solo et une variante 3 joueurs. Mais c'était vraiment mis à part. Et au final, les 2 modes sont très bons. Donc, d'ailleurs, sur la version intégrale, ils sont un peu rattrapés, ils ont mis que c'était 1 à 3 ou 1 à 4, je sais plus. Ils ont dû se rendre compte que ça plaisait et que ça valait le coup de le mettre sur la boîte. Mais voilà, c'est déjà 2 exemples où soit ils ont eu l'honnêteté, soit ils n'ont pas osé le mettre directement sur la boîte, le nombre de joueurs. Et à l'inverse, on a par exemple Mage Knight, où c'est un jeu de 1 à 4 pour la boîte de départ et 1 à 5 pour l'Ultimate. Et l'auteur a vraiment la sensation que c'est un jeu qui est prévu pour plusieurs joueurs, donc plutôt 3-4. Et quand on regarde sur BGG, on se rend compte que le mode qui est préféré, c'est le solo, et il vient en deuxième à 2 joueurs. Au-delà, c'est pas recommandé, voire vraiment pas du tout recommandé et injouable. Donc c'est assez intéressant de voir que l'auteur voit son jeu d'une manière totalement différente des joueurs les plus habitués à ce jeu, quoi. Oui, En, le Vlada Chvatil. en jeu où Oui. c'est pas écrit 2 joueurs, notamment juste au-dessus de mon crâne luisant, il y a Libertalia. Dessus, il y a le beau macaron Automa Factory, mais c'est écrit 2 à 4 joueurs. Bon, alors j'imagine que c'est plus, comme c'est une réimpression, ils ont repris un peu le moule de la première boîte et on connaît ceux qui ont sorti la boîte, forcément. Mais oui, il y en a plein où c'est pas écrit un joueur et c'est toujours très questionnant. Ou, comme tous les jeux aussi, il y a pas mal de jeux où c'est pas écrit un joueur, mais soit dans la notice ils disent une variante solo disponible sur notre site, ou si tu vas sur le site, il y a le mode solo. Et du coup, moi je sais jamais trop comment évaluer ces jeux. S'il n'y a pas écrit un joueur sur la boîte, est-ce que c'est parce que l'auteur n'y croit pas?
et que du coup c'est un petit bonus pour un petit sucre pour ceux qui veulent quand même jouer, mais que du coup il part du principe que le jeu n'est pas fini ou pas très bon. Quelle est la vraie cause de cette absence de 20 joueurs? Ça, on peut toujours se poser la question, quoi. Est-ce que c'est un aveu d'échec ou si c'est une erreur ou parce qu'il a été développé dans un second temps ou quoi? C'est rigolo. Je peut-être. crois que c'est pour le jeu Les bons comptes font les bons ennemis, que j'avais d'ailleurs Mhm. découvert sur ta chaîne, Zogma, qui est 2 joueurs et il y a un mode 1 joueur qui fonctionne très bien. Et je crois que sur BGG, l'auteur dit en gros à demi-mot qu'il aurait voulu que ça soit également dans le jeu et que l'éditeur a choisi que ça serait un jeu purement 2 joueurs. Donc je pense qu'il y a des choix qui sont faits, que ce soit auteur ou éditeur, par rapport à ces jeux, quoi. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, Alexis Allard, quand j'y avais posé la question lors de son interview, il disait qu'en fait, un mode solo, en tout cas lui, dans la manière dont il le développait, c'était comme créer un jeu dans le jeu. Donc ça demandait aussi du temps de développement, etc. Et peut-être qu'actuellement, comme on voit qu'il y a une espèce comment dire, de raccourcissement des délais de production des jeux, peut-être que oui, il risque d'y avoir par moment des petits accros comme ça de bon bah tant pis s'il n'est pas fignolé, du moment qu'il tourne dans une version X ou Y, chut, allez. Mmh. Pourtant, les jeux solo sont des fois mieux finalement qu'en multi. Alors, tu parlais de Mage Knight pour tout plein de raisons, dont la durée de partie, je pense qu'il n'est pas pour rien. Mais notamment, Ouais. il y a Distilled, qui pour moi est un jeu ok en multijoueur. En tout cas, je pense, parce que j'ai jamais joué en multi, mais qui a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu en solo, parce que finalement, en multijoueur, c'est un jeu où on va prendre des cartes, ça va être des ressources, on va les mettre dans notre cuve pour faire de l'alcool. Bon, il y a une petite mécanique sympa, mais globalement, ça va être juste je prends des cartes et je fais de l'alcool et point barre. Et donc ça, finalement, le pool de cartes dans la rivière est pas immense, donc finalement, tu auras rapidement fait le tour au bout de quelques parties. Là où en solo, ils ont vraiment créé un arbre de défis, un peu à la manière d'une pyramide dans Seven Wonders. Tu as d'abord tes 3 premiers défis qui sont révélés. Si tu en réussis un, bah, tu avances sur le défi d'après, et à la fin de ta partie, d'un certain nombre de tours, tu es obligé d'avoir validé 3 défis de niveau 1, 2 de niveau 2 et le dernier de niveau maximum. Ces défis sont tirés aléatoirement, donc ça te force à jouer différemment, tu as une vraie rejouabilité, parce que ces défis font faire que y a des choses que tu aurais bien aimé faire, mais qui sont pas optimales si tu veux valider. Et du coup, là, c'est un jeu avec une vraie rejouabilité, là où en multijoueur, finalement, une fois que tu as passé la petite mécanique de distillation qui est chouette, tu auras vite fait le tour du jeu, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu arriver dans le jeu de plateau. Je pense à Small Island, mais je pense aussi à Zombie Kids Evolution, où il y a ce côté un peu comme dans les jeux vidéo, des succès à réussir pour cocher, pour débloquer soit des nouvelles cartes ou des nouvelles choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous motive, vous, par exemple? Moi, je sais que en jeu vidéo, je suis très complétiste, ce qui peut poser parfois problème. Et d'ailleurs, je prends en compte si j'aime un jeu vidéo ou pas, même si j'ai passé une très bonne première partie, par exemple, mais que le fait d'aller compléter tous les succès est un calvaire, pour moi, ce sera un mauvais jeu, il sera raté. Je prends en compte ça. Est-ce que vous, je sais pas, les succès, tout ça, c'est quelque chose, oui, on les coche tous et on rejoue jusqu'à tout faire, ou non, c'est vraiment anecdotique et au final, on ne sait pas pourquoi les éditeurs le mettent dans les boîtes, quoi. Ça dépend vraiment du jeu, en fait, hein. C'est la seule bonne idée de Dorf Romantique. Finalement, si Dorf Romantique n'avait pas ses succès, j'aurais fait une partie, je serais passé à autre chose, même si j'avais toutes les tuiles dès le départ, j'aurais trouvé ça moyen. Mais là, le fait de donner une petite carotte, tu débloques un petit truc et d'y retourner, c'est un jeu que j'ai trouvé addictif. Pas très bon, mais addictif. J'ai enchaîné 13 parties pour réussir à tout débloquer sur 2-3 soirs. Et là, pour le coup, comme dans un jeu vidéo, hein, moi j'ai tendance aussi à platiner, ou en tout cas faire les 1000 G, parce que je suis plutôt sur Microsoft. Mais quand vraiment ça t'apporte quelque chose, c'est cool. Dans un jeu de société, quand c'est juste à la fin faire une croix à la dernière page et que ça t'apporte pas de bonus pour la partie d'après, je trouve ça finalement moins intéressant et vraiment dispensable, sauf si tu adores le jeu et que de toute façon tu vas jouer. Donc si tu valides un succès, tant mieux. Mais dans un jeu de société, il faut que ça m'apporte un petit truc, une petite carotte, quoi, pas juste l'accomplissement. Je suis d'accord et puis, je pense que c'est un peu aussi à double tranchant parce qu'une fois qu'on a fait les défis, il y a moins d'intérêt à y rejouer, je trouve. Alors que pourtant, il y aurait pas les défis, si on aime le jeu, on pourrait y rejouer, 30 fois et le fait de mettre les défis, parfois tu dis: «Bah OK, bah j'ai fini le jeu». Du coup, bah je le mets de côté et puis j'en fais un autre. Mais c'est vrai. Oui, il y a comme une perte d'intérêt tout à coup. C'est Est-ce ça.
est-ce que les jeux à campagne ou les jeux Legacy, dit Legacy, etc., tous ces gros jeux qui au final, j'ai l'impression, de loin, hein, sont pas tous finis, enfin joués jusqu'au bout, je devrais dire. Est-ce que c'est pas des jeux finalement profilés pour des joueurs solo? Je pense que même du côté des joueurs solo, il n'y en a pas beaucoup qui les terminent. En fait, ça dépend parce qu'il y a des. Je pense que c'est surtout ceux auxquels on pense, c'est Awaken Realms avec c'est plus de 50 heures de campagne ou les Gloomhaven où il doit y en avoir encore plus. Enfin, c'est des jeux où si tu ne joues pas tout d'une traite, tu risques de perdre de l'intérêt pour le jeu. Et en même temps, de l'autre côté, c'est des jeux qui sont très longs à jouer. Je suis en train de jouer à Etherfield. J'ai pas envie de passer à un autre jeu. Puis en même temps, j'ai envie de jouer à un autre jeu parce que j'en ai un peu marre d'Etherfield. Du coup, ça met dans une situation un peu bizarre où je dois faire mon choix entre des jeux. Donc, ouais, je suis mitigée sur les campagnes très longues. Après, souvent, c'est des jeux où il y a énormément de travail sur sur le scénario, sur la narration. Et ça peut être un peu comme un livre, de s'immerger complètement dans le jeu et que ça apporte autre chose qu'un jeu très mécanique. Après, c'est sûr que statistiquement, il y a plus de chances, si on est tout seul, d'avancer le plus loin possible dans le jeu. Après, je pense que les joueurs solo ont quand même pas mal la bougeotte. En tout cas, ceux qui s'exposent sur YouTube, sur les groupes Facebook, etc. Donc, c'est très compliqué pour beaucoup de joueurs, mais je pense même de beaucoup de joueurs multijoueurs, finalement, de rester à faire 20 heures le même jeu. Moi, cette semaine, j'ai fait Sleeping Gods. Ça m'a pris 11 heures. Et effectivement, il était installé sur mon bureau parce qu'il prend de la place et que j'avais la flemme de le remballer. Mais je l'ai fini cet après-midi. Mais je m'étais dit, allez, je le finis cet après-midi parce que j'ai envie de jouer à autre chose finalement. J'ai envie de passer. Donc, j'étais bien content d'avoir fait la fin quand même, c'était chouette. Mais cette mise en place, le fait de devoir, je sais pas, tout ranger, tout ressortir, de perdre du temps, fait que ça te le bloque sur la table et finalement tu veux jouer à autre chose. Donc t'avances pas plus que si tu devais y jouer une fois par semaine avec tes potes, quoi. Mais je pense que beaucoup de joueurs solo achètent des jeux à campagne, ça c'est une certitude. Oui. Je pense qu'on est tous à chercher les jeux avec un maximum d'heures de proposition, alors qu'en réalité, on sait qu'on n'aura pas le temps ni l'envie. Moi, je vois ça avec les jeux vidéo, quand on regarde les statistiques, puisque pour le coup, on a des statistiques de la data, le nombre de personnes qui réellement finissent un jeu, et sans parler de difficultés ou de jeux très longs. C'est quand même un faible pourcentage, donc je pense que en jeu de plateau, bon, voilà, c'est pour rattraper, pour dire on n'est pas en train de dire oulala, c'est pas bien, ne le faites pas. Bah non, en fait, c'est dans l'air du temps, on fait tous pareil. Oui, Ça se puis voit je pense juste qu'on est un peu le. Ouais. à côté des succès. Dès le deuxième succès, il n'y a plus que 20% des gens. C'est ça. Je pense que c'est un peu comme pour les jeux vidéo où on a aussi tendance à chercher le jeu qui va être le plus rentabilisé quelque part et qu'au final on joue pas forcément tout parce que des fois c'est juste du remplissage. On parlait tout à l'heure ouais, de faire des jeux à 100%. Bah oui, quand tu passes après 10 heures à récupérer tous les petits collectibles à droite à gauche, c'est pas forcément amusant, quoi. Donc, si c'est 50 heures de jeu où c'est juste rempli pour atteindre ces 50 heures, je préfère jouer 10 heures à un jeu et que ce soit super bien du début à la fin que devoir me coltiner encore 40 heures à essayer de récupérer les miettes à droite à gauche pour avoir fait le jeu entier, quoi. Mais je Ouais, confirme, mais même si on peut pas arrêter sans avoir le 100%. c'est une Ouais, mais addiction du coup, on d'avoir la se plus méfie. grosse. C'est ça. Mais au final, on se méfiera peut-être pour les autres jeux. Là, je sais que j'irai peut-être plus sur des jeux à campagne qui me proposent 50 heures de jeu parce que déjà, je me rends compte que c'est pas forcément. Enfin, j'ai pas forcément envie de jouer 50 heures au même jeu sur une courte période. Et les jeux à campagne, un peu ça qui est attendu, ou en tout cas très régulièrement. Donc après, je me méfierai et j'irai moins vers ces jeux-là. Oui, parce que c'est d'ailleurs pas un passage obligé quand on pratique le jeu de société de manière générale, hein, dans son ensemble. Les achats inconsidérés, mais on est obligé d'y passer par là pour après se dire non, mais le 7e continent, c'était une belle proposition, mais en réalité, j'ai fait qu'une seule, une seule malédiction, c'était déjà pas mal. Ou tous ces gros jeux qui au final nous appellent, parce que bah, c'est une belle promesse. Euh, Mm. Est-ce que vous arrivez même si vous êtes dans une envie de découverte, etc., régulière, mais est-ce que vous arrivez à vous raisonner sur des jeux où vous savez que
non, j'ai envie, mais je sais que j'aurai pas le temps, pas l'énergie, ou etc. Ou pas du tout, vous êtes toujours dans cette phase, tant pis. Ah non, bah tu vois, Sleeping Gods, je l'ai acheté justement il y a un an. Parce que ça me donnait envie, ça correspond à peu près à la découverte du jeu solo, etc. pour moi, et donc la découverte des joueurs en campagne. Je me dis, bah écoute, c'est un nouveau, je vais prendre celui-là. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai mis un an à le sortir, et donc quand il y avait Etherfield ou d'autres jeux qui étaient annoncés qui me faisaient de l'œil, et dont les groupes de joueurs solo mettaient pas mal en avant, bah, j'ai réussi à m'imiter en me disant que celui-là, je l'ai pas sorti parce que ça allait prendre 20 heures de ma vie, et je l'ai pas sorti. Donc pour cela, j'arrive à m'imiter, ouais. Mais uniquement pour les jeux, bah, à cause de la durée de la partie, quoi. Ouais, moi, de mon côté, je me limite pas mal aussi, même si j'aimerais réussir à me limiter encore. Je crois que je me limite à 24 jeux dans l'année, ce qui peut paraître beaucoup pour certains et ridicule pour d'autres. Mais parce que j'ai essayé de voir à peu près combien d'heures j'avais pour jouer, en sachant que des fois je joue plus, des fois je joue pas. Et du coup, j'essaye d'avoir déjà. Alors, moi, j'ai très peu de jeux, je me limite en nombre de jeux. Alors, je me limite à 50 jeux, mais au final, j'atteins jamais, je suis plutôt à 30 jeux, en comptant les extensions. Et en fait, je préfère faire tourner mes jeux. Une fois que le jeu, j'estime avoir fait le tour. Et surtout, en plus, comme c'est des jeux solo, c'est très simple. Parce que j'ai des jeux familiaux que j'ai et qui sortent parfois pas dans l'année. Mais un jeu solo, s'il sort pas dans l'année, c'est qu'il me plaît plus et je fais de la place pour un autre, quoi. Donc, je me raisonne sur le fait que si j'ai des jeux dans ma ludothèque qui sont toujours là, c'est qu'ils méritent d'être joués. Et en plus, bon, j'ai une pile de la honte qui traîne depuis déjà un petit moment, donc j'essaye de la faire passer aussi. Et j'essaye d'apprendre de mes erreurs, de pas en prendre beaucoup d'un coup. Parce que ça, c'est un peu. Surtout au début, on se fait pas mal avoir avec tout ce qui va être promo, toutes les nouvelles sorties, etc. Et notamment à cause des influenceurs que nous sommes. Mais, mais ouais, c'est d'essayer un peu de se contrôler sur les envies qu'on a, parce que aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux qui ne valent pas forcément non plus qu'on lâche tout pour y aller et de les découvrir plus tard, et c'est pas grave, quoi. Mais toi, Zogma, tu fais pas mal de jeux. C'est pratiquement que des jeux que tu aimes, que tu vas garder dans ta ludothèque, ou t'es plutôt du style, bah, il y a une partie des jeux qui m'intéresse moins, mais pour le proposer à ma communauté, je vais quand même en faire une partie, en faire une vidéo. Comment tu gères un peu, toi, ta... J'achète pas un jeu dans l'idée de faire la vidéo, j'achète un jeu dans l'idée de le découvrir. Même avant de faire ma chaîne, j'achetais quand même pas mal de jeux de toutes sortes, et j'aime vraiment découvrir les jeux. Même si je sais très bien qu'il y en a certains qui vont être moyens, même avant de les avoir joués, bah, j'aime me faire mon idée, et puis bah, du coup, je fais partager les autres dans un second temps, mais j'achète vraiment pas dans l'idée de faire la vidéo, et j'achète parce que j'aime découvrir. C'est je regarde quasiment pas de vidéos des jeux avant qu'ils sortent. Je m'intéresse quasiment pas aux jeux. Enfin, si je m'y intéresse, mais je m'intéresse pas vraiment aux jeux. Je regarde la boîte, je vois à peu près la mécanique et j'achète parce que y a un petit truc, une petite couleur rouge dans les yeux du corbeau qui m'a donné envie de l'acheter, quoi. Donc j'achète souvent à l'aveugle et, euh, et puis je vois ce que ça donne, quoi. C'est vraiment le plaisir de la découverte. Et toi, Karine, tu disais donc que tu essayais d'être raisonnable dans tes achats et dans ta ludothèque. Est-ce que malgré tout, le fait de t'informer pour faire tes news, tout ça, pour faire tes vidéos, est-ce que ça crée pas du coup des frustrations et ou des attentes plus que raisonnables, justement? Alors, ça me donne souvent envie, encore que maintenant, j'arrive assez facilement, bah, comme disait un peu Zeugma, on regarde le dos de la boîte ou le descriptif, si c'est sur Internet. On sait assez facilement d'un moment si ça va plutôt nous plaire ou pas. Après, on est toujours curieux. Enfin, je pense que dans n'importe quelle passion, on a tendance à vouloir tout connaître et tout savoir. Mais, bah, enfin, après, j'ai mis en place un peu une technique qui peut peut-être en aider certains, c'est que le mois d'avant, enfin quand je débute un mois par exemple, je vais me faire la liste des jeux que j'aimerais jouer dans le mois. Et ça me force à regarder dans ma ludothèque tous les jeux que j'ai et à sortir ceux auxquels je voudrais jouer. Et vu que j'ai déjà tous ces jeux-là auxquels j'ai envie de jouer, bah, j'ai moins envie d'en acquérir des nouveaux. Après, il y a le côté influenceur où on en peut, enfin, c'est aussi un piège, hein, de pouvoir, parce qu'on en parle quand même assez souvent, des boîtes gratuites. Mais en fait, c'est un peu comme si on vous disait, bah tiens, rentre dans la boutique et tu peux prendre tous les jeux qui t'intéressent.
Et bien, donc, je pense que la plupart des gens vont prendre que les jeux en effet qui les intéressent. Il y en a d'autres qui prendront peut-être tout, mais même si on limite aux jeux qui nous intéressent, ça en fait énormément. Donc après, il faut encore réussir à là être raisonnable et enfin, à demander les jeux uniquement ceux qui nous intéressent. Et c'est pour ça aussi que je me limite au nombre de jeux dans l'année. Parce qu'en fait, les 24, c'est les jeux reçus, enfin des boîtes presse, ou des jeux que j'achète. J'inclus les deux dedans, sinon c'est triché. Donc voilà, donc je me bats sur 6 mois. J'ai 12 jeux que je peux demander, et du coup, ça me force à limiter ce qui m'intéresse. Il y avait à l'époque, quand je faisais beaucoup de soirées avec le site qui s'appelait OVS, donc j'organisais énormément de soirées jeux. J'étais arrivé à un calcul à peu près qui était entre 40 et 50 boîtes, quoi. C'était la limite pour que les jeux sortent. Effectivement, je m'étais rendu compte qu'au-delà, en fait, mécaniquement, tout simplement, hein, quand on organise les soirées, bah, au bout d'un moment, il y a des jeux, on peut plus les ressortir, ils reviennent plus, ils commencent déjà à être euh, périmés, entre guillemets, puisque une partie des gens qui venaient aux soirées venaient pour la découverte. Donc déjà, c'est un public qui ne se satisfait plus des deuxièmes parties ou des troisièmes parties. Et donc, je m'étais rendu compte que, parce que j'avais une centaine, 120 ou 130 jeux à l'époque, que ça m'avait fait un peu tilt de me dire ben, à quoi ça sert en fait, parce que ce jeu-là, que j'aime bien, que j'aimerais bien rejouer, en fait, il ressortira plus, quoi. Donc, il y a un côté que je comprends tout à fait, quoi, d'essayer de garder. Toi, Zagma, t'es collectionneur de jeux de société? Collectionneur de beaucoup de choses. Essentiellement de jeux vidéo, parce que j'ai 5000 jeux vidéo dans mon studio au sous-sol. Et j'essaie quand même, quand je me suis mis aux jeux de société, de me dire, c'est pas de la collection. Tu vas pas acheter ce jeu-là parce que c'est un classique et qu'il faut à tout prix avoir Agricola ou que sais-je dans ta bibliothèque. Donc je le vois vraiment pas comme une collection, mais vraiment comme un jeu. Enfin, pas le jeu d'acheter, mais le jeu d'y jouer. Après, bah, j'ai une grosse pièce. Donc il s'accumule petit à petit, surtout que j'écoute de plus en plus. Je revends des jeux, mais je revends finalement les jeux qui n'ont pas de mode solo pour l'instant. Parce que tant que j'ai encore de la place, bah, je n'éprouve pas le besoin de vendre ces jeux qui ne sortent plus. Même si j'aimerais, il y en a pas mal que j'aime qui sortent, et d'ailleurs je me force. Je me suis créé le lundi rétro, ou le lundi soir, je joue qu'à des jeux que j'ai déjà joués. Je découvre pas de nouveaux jeux, c'est un peu stupide, mais comme ça au moins je sais que j'arrive quand même à en ressortir quelques-uns que j'ai pas joué depuis un temps certain et que finalement ils méritent tout autant de sortir. Après, bah, finalement, petit à petit, il commence à y avoir un manque de place comme dans les ludothèques, donc tôt ou tard, je commencerai à faire le tri. Mais pour l'instant, j'ai encore cette chance que mon bureau a un petit peu de place, quoi. Et si vous deviez conseiller un jeu ou deux jeux, selon vous, qui seraient les meilleurs jeux, entre guillemets, en solo, ou à pratiquer en solo, ce seraient lesquels? Je sais pas si vous aviez... Alors, je mettrai les liens, de toute façon, sur votre chaîne. Vous avez déjà fait des top 10 des meilleurs jeux en solo, mais là, comme ça, si vous deviez en conseiller deux, ce seraient lesquels? C'est comme dire à un vendeur quel est le meilleur jeu acheté tous les temps. Ça dépend de l'expérience de la personne, ses goûts, si elle joue déjà à des jeux vidéo, si c'est un parfait néophyte. C'est vraiment une question très très vaste. Ouais, c'est compliqué de répondre à ça. Je pense que Final Girl, je pense que c'est... Après, enfin, c'est toujours pareil, hein, ça dépend à quel jeu on joue, etc. Mais je pense que c'est un jeu qui peut être très intéressant à jouer en solo si on aime les jeux immersifs, si on a de l'imagination, on va vraiment pouvoir s'amuser. Enfin, au-delà d'un jeu où on a des mécaniques, c'est surtout une histoire qu'on va pouvoir très facilement se raconter avec. C'est sûr que c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, mais ça peut être une bonne base si on se retrouve dans ces critères-là. Déjà, je pense que il faudrait un jeu uniquement en solo pour que la personne se dise qu'il n'a pas le choix. S'il veut y jouer, c'est en solo et non pas, bah finalement c'est bien, mais ça serait tout aussi bien avec d'autres personnes. Donc je pense qu'effectivement, il faut ce critère uniquement solo, alors que les jeux uniquement solo sont pas forcément les meilleurs jeux solo du monde, mais je pense qu'au moins la personne bah, n'a pas le choix, elle s'y tient. Donc effectivement, Final Girl est une proposition assez originale. Il y a One Duck Dungeon qui est souvent la porte d'entrée, même si rapidement le jeu fasse essouffler au niveau de la profondeur, on fait toujours un peu la même chose, mais cette petite mécanique de gestion des dés, de positionnement des dés, de débloquer des compétences au fur et à mesure, petit côté roguelike marche comme plutôt bien, et puis à faible prix, donc la personne peut se dire, bah, je tente, ça m'a coûté 20 à 25 euros, je sais plus combien ça coûte, mais je me suis pas ruiné, quoi.
Oui, ou même si on veut pas dépenser beaucoup, un Palm Island, ça peut être c'est sympathique pour se dire, ok, il peut se passer des choses. Ouais, Ou encore en que fief de Norbois. Palm Island a ce petit côté, même si c'est un jeu de société, on a moins l'impression finalement que c'est un jeu de société, du fait qu'il n'y ait pas la table, que c'est qu'un petit paquet de cartes qui est assez minimaliste avec pas une énorme profondeur. Ça peut un petit peu tronquer la vie des gens et pas avoir l'impression que que le jeu solo est un jeu de société finalement. En vrai, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée parce que il y en a, je pense, beaucoup d'entre nous joueurs solo, j'entends. On a commencé avec des jeux qu'on avait déjà dans nos ludothèques. On s'est dit, bah tiens, il y a un mode solo dessus, je vais le tester. Et ah bah oui, finalement, ça m'intéresse quand même. Peut-être que je préfère à plusieurs, mais j'ai bien aimé jouer en solo. Et du coup, ça ouvre un éventail de jeux après, sans avoir besoin de repasser à la caisse pour trouver un jeu, quoi. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si vous voyez d'autres questions ou des choses qu'on n'aurait peut-être pas abordées qui vous semblent importantes. On n'a pas évoqué du coup les avantages. Enfin, on a au moment de Ouais, parler on les des avantages, inconvénients, on a a. parlé que des inconvénients, mais ouais, voilà. On a parlé un peu tout le long. Ah, je pense que Le principe. l'avantage principal, c'est de pouvoir jouer à ce qu'on veut quand on veut. Il n'y a pas voilà, pas besoin de planifier, de jouer avec des gens. S'il y a un jeu, puis s'il y a un enfin, parfois on n'a pas les joueurs pour jouer à un type de jeu qui nous intéresse énormément. Donc c'est l'occasion parfois de se laisser tenter par ces jeux et de se laisser surprendre par le fait d'aimer des jeux solo. Ouais, et puis tu parlais du downtime tout à l'heure. Jouer en solo, c'est quand même beaucoup plus rapide que jouer en multijoueur. Finalement, Ark Nova, ça va prendre 2 heures à 2 joueurs. Bah, en solo, tu plies en 40 minutes sans aucun souci. C'est facile de faire ta partie, tu peux y jouer n'importe quand, n'importe comment, entre guillemets. Et au contraire, si à un moment, bah, tu as envie de prendre ton temps parce qu'il y a un truc que t'as pas compris, que tu veux faire une pause, que tu veux aller sur internet, bah, lire BGG comme on disait, bah là tu peux prendre le temps, il y a personne qui va souffler parce que cette fois-ci tu as fait une pause. Si tu veux t'arrêter parce que tu dois aller aux toilettes ou que tu dois aller travailler, bah, ton jeu t'attend toujours le soir et il n'y a aucun souci. Donc ça a vraiment cette modularité que tu as beaucoup moins en multijoueur par définition, quoi. Euh, Peut-être une autre question. Qu'est-ce qui vous manque actuellement, par exemple, dans les propositions en jeu solo? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui existent peut-être en multi mais pas encore en solo ou quoi, et qui seraient intéressants que ce soit adapté en solo? Ou pour l'instant, la proposition est suffisamment pléthore pour être comblée? La proposition est pléthorique, donc c'est sûr que tu pourras toujours trouver un truc quand il sera lassé, mais comme on disait au début, le gros problème c'est que c'est souvent finalement un casse-tête avec une solution optimale, et une fois que tu l'as trouvé, bah, c'est encore plus vrai dans les jeux d'Uwe Rosenberg pour le coup, quand tu as trouvé la solution, tu l'enchaînes à chaque fois de la même façon et ça se passe bien. Donc c'est là où bah, le petit twist pour que chaque partie soit différente, c'est là où finalement beaucoup de jeux n'ont pas encore la solution, quoi. Mm. Je pense que qu'on soit joueur solo ou multi, à partir du moment où on joue beaucoup aux jeux de société, on a un peu les mêmes attentes, en vrai, des innovations entre guillemets, mais voilà, des jeux qui vont nous apporter des choses nouvelles par rapport à tous les jeux auxquels on a déjà joué. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de jeux aujourd'hui quand même qui se reposent sur les mêmes mécaniques, qui ajoutent juste un petit truc. Alors il y en a certains qui arrivent à sortir du lot du coup, mais il y en a beaucoup de jeux quand même qui se ressemblent et bah, je pense qu'on voudrait tous un peu plus de renouvellement. On est bon? Ou vous voyez encore d'autres choses? Et petit mot pour conclure, le jeu solo c'est bien. Oui. Un bon résumé de Ouais, la soirée. c'est ça. Ah, moi, je dirais que c'est jouer solo ou à plusieurs, c'est pas bien différent. C'est juste une configuration comme une autre. Et qui a, enfin, parce que des fois, enfin, par exemple, avec cette émission, on fait un truc spécifique au jeu solo. Mais au final, enfin, je pense que même des joueurs multi vont se retrouver dans tout ce qu'on a dit. Donc ça sert pas à grand-chose au final de segmenter les deux, quoi. Oui, oui. Au final, je pense que c'est les mêmes envies, la même manière de faire, les mêmes attentes. La, m- la même passion. Et bah, sur ces belles paroles, merci Karine, merci Zogma. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.